Bonjour à tous, merci de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Essence du Monde. Donc on va démarrer aujourd'hui avec un nouveau chapitre de l'actualité géopolitique mondiale. Jusqu'à présent, on a traité beaucoup Trump, on a traité un peu le climat. Et donc aujourd'hui, ben, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est la Chine. Qu'est-ce qui va se passer en Chine demain, après-demain, dans tout cet environnement qui bouge. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir un très grand spécialiste de la Chine, même s'il s'en défend, qui s'appelle François Godement. Alors François, il est le conseiller spécial de Montaigne sur ces sujets. Il a été le conseiller du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe pendant des années sur la Chine. Il est tellement de conseiller d'ailleurs d'une liste de choses tellement impressionnante que je peux pas toutes les lister. Allez regarder sur Internet, tous ses écrits sont connus, ça fait des années que je le lis. Puis il a une qualité aussi nouvelle que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est client de Voyageurs du Monde depuis quelques jours. Voilà. Donc merci François d'être venu. Euh, Ce que je vous propose, c'est un épisode en deux parties. On va d'abord commencer par traiter de comment est la Chine aujourd'hui sur sa scène intérieure. Puis ensuite, on passera à ce qui nous intéresse le plus pour nous, Européens, et acteurs économiques, c'est la scène extérieure, bien sûr. Alors, aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques principales de ce que vous diriez de ce qui est devenu la Chine contemporaine dirigée par Xi sur le plan politique et sur le plan économique, François? Quels sont les éléments qu'il faut qu'on ait en tête pour bien comprendre la Chine d'aujourd'hui? Je crois que pour des Européens en particulier, il faut commencer par le plan économique et sociétal parce que le politique, on le devine tous d'une certaine manière, quelquefois on le caricature. L'économique et le sociétal, on le comprend moins. C'est une société presque entièrement modernisée, à beaucoup plus de 2 tiers urbanisée, euh, avec les infrastructures de communication, de télécommunication, de médias digitaux les plus impressionnantes au monde. C'est d'une certaine manière, il ne faut pas le cacher, la Nouvelle-Amérique. Euh, je me rappelle essayer déjà une vieille visite du milieu des années 90 où on construisait autant à Shanghai en un an que dans la France tout entière, si vous voulez. Et c'est un ancien souvenir. On a donc un problème quand on regarde la Chine, on regarde les courbes de croissance, on se dit ah, ils ralentissent, ils s'approchent d'une décroissance séculaire, c'est la fin du miracle. Oui, ils ont ralenti, c'est vrai, et il y a des problèmes, on va en parler. Mais leur ralentissement les laisse toujours au-dessus de la croissance européenne Lui sur une base ou très élevée. française. Lui sur des À bases partir très d'une élevées. base très élevée. Bon, après, on peut discuter des chiffres, on peut discuter de la qualité de cette croissance. On sait qu'il y a trop de béton, disons, et pas assez de biens sociaux, de biens publics pour la population, même s'il y en a dans certains domaines qui sont totalement en avance sur nous. Prenez l'électrification, par exemple, du transport électrique, du transport par bus, les bus sont à 99% électriques. Aujourd'hui, ils sont de très loin les plus grands fabricants au monde. On pourrait continuer comme ça dans un tas de domaines. Donc, je commence par ça parce que le reste de ce que je vais dire va évidemment être Bien sûr, bien sûr. un petit peu moins optimiste. Mais pour faire les liaisons entre les deux sujets, prenez un exemple comme l'industrie automobile aujourd'hui. Ils ont une capacité de production entre 40 et 50 millions de Ouais. véhicules. Nous, dans l'Union européenne, je crois qu'on est tombé en dessous de 10 millions. Aujourd'hui, le marché américain n'est pas très différent, un tout petit peu au-dessus du marché européen. Européen. 12, Euh, 13, je pense. et les gens comme moi passent leur temps à expliquer que c'est à coup de subvention, c'est en quelque sorte un commerce inégal avec l'Europe, que c'est pas de l'économie de marché pure. Oui, c'est vrai, et je continuerai à le défendre, en particulier dans les rapports entre la Chine et l'Europe. Mais en même temps, la supériorité technologique, ils l'ont acquis. Et Donc, François, vous avez écrit un rapport remarquable et que j'ai lu intégralement pour Montaigne de 150 pages. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué profondément. Je le savais, mais pas à ce point. C'est la part de l'industrie manufacturière dans le monde que la Chine possède. Elle est considérable. On est, si je me souviens bien, au-dessus de 50%, quoi. on est à 33-34% de la production industrielle mondiale 34% de la en production valeur. en Et faites valeur. attention parce que dès que la Chine touche une catégorie de produits, elle en abaisse le prix. Et donc, si on regarde en volume,
On est à C'est 5, encore plus important puisque dès qu'elle est là, les prix s'effondrent. Et ça a c'est-à-dire commencé, vous savez, on que, s'interrogeait quand on pouvait acheter des lecteurs de magnétophone à bien 3 sûr, euros. si on dit, François, que la Chine produit 50% de l'industrie manufacturière au monde, en volume, En volume, on je n'est pas pense que loin de c'est la vrai. réalité. Non, Ouais. je pense Et que c'est vrai. c'est très, très impressionnant, ça. Parce que on dit de plus en plus qu'il n'y a pas de service sans industrie dans un pays. Ouais. Et la logique mondiale liée à la géopolitique et à l'écologie consistant à relocaliser un maximum les industries dans le monde entier, ça va être très compliqué avec 50% qui est fabriqué en Chine aujourd'hui. Ça va être très compliqué, essentiellement parce que ce sont des circuits courts, parce que c'est des questions de coût et ça ne repose pas que sur le travail à bon marché. D'ailleurs, tout le travail en Chine n'est pas à bon marché aujourd'hui. Ça dépend de la catégorie visée, si vous voulez. Que oui, il y a de la corruption en Chine, mais il y a une efficacité considérable malgré cette. Ce que vous Malgré dites, là, cette François, c'est qu'il corruption. y a une compétitivité chinoise hors coût, réelle. Oui, elle est réelle aujourd'hui. C'est ça, c'est très intéressant. Elle est réelle par la rapidité de réaction, elle est réelle par la qualité des produits dans des catégories qui sont de plus en plus ascendantes au point de vue technologie, si vous voulez. Vous savez, c'est une courbe que le Japon a suivie du Japon de pacotille d'après-guerre qui n'arrivait plus à exporter que des objets en bambou pour les Américains. Et je me rappelle encore un ami européen, un vieil ami, encore vivant d'ailleurs, installé au Japon après-guerre, dans le volant de sa première voiture japonaise, lui était resté entre les mains. Renault transférait des technologies au Japon, et puis les Japonais ont pris la tête de l'industrie automobile mondiale. Aujourd'hui, ce sont les Chinois. Une des boîtes chinoises, par exemple Xiaomi, qui est très connue pour d'autres, pour ses téléphones en France, pour toutes sortes d'objets connectés, digital, s'est mise à fabriquer des voitures. Sa première chaîne de production, la chaîne de montage proprement dite, n'a besoin que de 30 personnes pour tourner, avec les gigapress comme Tesla et les robots plus Ils sont développés. très forts sur la robotisation, Très, très l'intelligence fort sur ces artificielle. aspects-là. Alors, moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, François, depuis des années. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, là je raisonne, hein, en tant qu'entrepreneur, je vois pas comment on peut être efficace en tant qu'entrepreneur quand on est dans une entreprise d'État ou ou une économie dirigée. Et la Chine démontre le contraire. Et je n'arrive pas à le comprendre. Donc, est-ce que vous pourriez éclairer mon esprit là-dessus? Ça sera en demi-teinte, mais on va d'abord dire que les entreprises les plus dynamiques et d'ailleurs les plus nombreuses et qui font l'essentiel de la production industrielle chinoise ne sont pas des entreprises d'État à proprement parler. Ce sont des entreprises qu'on qualifie, nous, de privées. Les Chinois préfèrent dire propriété du peuple parce que le mot privé, "siying" en chinois, sonne mal, si vous voulez, politiquement. Ce sont des entreprises qui sont tenues d'une certaine manière par des directives et de plus en plus sous Xi Jinping, mais néanmoins, elles laissent une place à l'initiative. Mais Ce ces que- entreprises privées, François, quand on voit qu'on met leurs dirigeants en prison, qu'on J'y les arrive. empêche de voyager, qu'on leur demande d'arrêter d'investir à l'étranger, etc., etc., il n'y a pas un moment donné où on les casse? C'est le karma, c'est le destin individuel. C'est ce qui peut vous tomber dessus. Mais là-dessus, le point de vue d'un Européen ou d'un Américain habitué à la sécurité juridique et le point de vue de quelqu'un qui a vécu dans une civilisation beaucoup plus incertaine est complètement différent. Si vous êtes un businessman chinois ou un businessman chinois d'Indonésie ou de Hong Kong qui vient, vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez y perdre votre chemise, peut-être même faire un détour par la case-prison, puis vous reviendrez, vous recommencerez. Vous acceptez une part de risque que nous n'accepterions pas dans des investissements. Je comprends. Vous jouez. Alors, en fait, Ça, c'est. Je ça, ce sont comprends. les Chinois qui ont inventé la roue de la fortune, hein, avant que ça devienne une émission de télévisée que vous connaissez. Je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est que mon raisonnement est très européen Oui. ou occidental et que un investisseur asiatique, y compris pas forcément chinois, accepte cela. Comme businessman réussi, vous acceptez le risque dans les affaires. Vous l'acceptez moins dans l'environnement juridique ou politique parce que là, vous trouvez que c'est pas de jeu. Bien sûr. Et un Chinois, il est né là-dedans, il n'a pas le choix, particulièrement dans la période qui a suivi le maoïsme et la révolution culturelle, tout était bon à prendre. Je comprends. Ils avaient tellement peu, c'est l'histoire des lopins de terre en URSS, quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a
un vieux proverbe chinois de l'époque de la collectivisation qui disait à l'intérieur des communes populaires, où vous aviez évidemment des terres collectives et puis des petits lopins de terre, la terre collective est orpheline et le lopin de terre Alors, est le fils favori. alors, absolument. Si on va un peu plus loin là-dessus et pour remettre un peu de politique dans l'économie, Oui. pour le coup, je comprends tout ce que vous venez de nous exposer, en particulier, on va dire, depuis la période dingue jusqu'à la période Prexi. Les numéros 1 chinois, globalement, même s'il y avait des tendances contraires, libéralisés, on va dire. Globalement libéralisés. On restait dans un système étatique, mais on libéralisait. Xiang Zemin ou Deng étant des très bons exemples. Bon. Là, Xi, c'est un peu différent. Il resserre très fort. Il resserre très fort, et pas que politiquement, y compris dans les libertés individuelles, le droit de voyager, les notes sociales, etc. etc. Vous ne pensez pas que là, il y a un risque de découplage de l'économie avec cette politique? Il y a un risque important sur l'innovation, la formation des talents et donc le renouvellement des générations actuelles. Mais moi, je voudrais ne pas exagérer le contraste entre Xi et ses prédécesseurs. On va prendre un critère très simple, l'épargne forcée, si vous voulez, ou ce qu'on appelle en termes marxistes d'ailleurs l'accumulation. Du coup, en particulier celle des foyers, des familles. C'est le moteur de la finance publique chinoise. C'est des niveaux généralement supérieurs à 30% de l'économie. Ça a parfois tapé 40%. Ça n'est redescendu à 25% que dans les toutes premières années de Deng Xiaoping, vers 1979, 80, 81. Et par conséquent, je compare l'économie chinoise à une machine à vapeur, à une locomotive à vapeur. Et c'est pas très efficace. Il y a 90% de déperdition d'énergie, de la fumée qui s'échappe de partout, mais n'empêche que ça avance vite Bien sûr. et fort. Ouais, Et sûr. c'est sur ça que vous arrivez à concilier l'inefficacité d'un système étatique rigide, bureaucratique, enserrant les entrepreneurs, et l'astuce et le travail, l'acharnement des gens. Alors, dans votre document passionnant, François, il y a un point crucial dans la situation économique et sociale du pays, c'est le retournement démographique. Oui. Qui va probablement conduire la Chine à diviser par 2, voire, et puis très rapidement par 4, sa population actuelle, et qui va commencer, pense-t-on, en 2035. Ça va avoir des changements considérables, ça, sur l'économie, sur la puissance économique, sur la taux de croissance, sur les retraites. Voilà, parce que ça sera beaucoup plus violent que chez nous. Oui. Et sans immigration. Et sans immigration, puisqu'en effet, la Chine n'est pas en tout cas pour l'instant. ouvre ses portes, et c'est assez difficile de concevoir un changement vu le culte On est dans Chine une unitaire, voilà. Han. On est un peu comme au Japon, quoi. On n'a pas d'immigrés, quoi. Et parce que même si les minorités conservent un taux de natalité légèrement supérieur à celui des Han, il n'y a pas de quoi. Alors, ils auraient une immigration possible, François, que j'ai imaginée. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, avant que vous répondiez sur la question démographique globale. C'est ce qu'on appelle les Chinois d'outre-mer, qui pourraient revenir, et qui sont très nombreux. Ils ne font pas le poids démographiquement, bien sûr, c'est une goutte d'eau par rapport à la population chinoise. Combien il y a de Chinois d'outre-mer aujourd'hui? Je dirais aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais je dirais 70-80 millions. Ah oui, à peu pas près, plus. Pas beaucoup plus. Pas plus. Et c'est un balancement perpétuel, mais la plupart des Chinois d'outre-mer sont très très bien là où ils sont, et en même temps contents de retourner en Chine et de faire des allées et venues éventuellement. Et des affaires, etc. d'y faire du business. Donc, l'impact démographique, votre analyse là-dessus? Alors, d'abord, le tournant démographique a déjà commencé. C'est-à-dire que la population a commencé à décroître depuis 2 ans. Il y a eu, de façon d'ailleurs assez curieuse, un effondrement de la natalité plus rapide qu'en Corée, au Japon, qu'à Taïwan, plus rapide qu'en Europe de l'Est ou en Italie ou en Espagne, à partir du moment, curieusement, où le Parti communiste chinois a dit que c'était OK de faire plus d'un enfant. C'est le moment où il a libéré, si vous voulez, la natalité, où les Chinois se sont mis vraiment à restreindre celle-ci.
Est-ce que c'est l'inquiétude sur l'avenir? On est à combien, François, là? 1,3? On est en dessous de ça maintenant. On est en dessous On est en d'1,3. dessous d'1,3. Donc on est au niveau des Et- Coréens, quoi. Et dans les grandes villes, et dans les grandes villes chinoises du Nord, Pékin, Mandchourie, on est en dessous de Séoul, qui est en quelque sorte le record mondial. Je Ouais, crois qu'on est à ça 0,7, veut qui est à 0,7 ou 0,8. 0,7, 0,8, ouais. Ça veut C'est dans les régions les plus riches euh, que la natalité s'effondre. ça veut le plus dire vite. qu'on divise par deux la population tous les 30, 35, 40 ans. Oui. Voilà. Oui, mais les économistes ont aussi beaucoup fondé d'hypothèses économiques sur le fait que c'est depuis 2013 que la main-d'œuvre disponible ne grandissait plus. Donc, un tournant. Est-ce que ça... Mais c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'énorme réservoir de sous-emploi rural, les possibilités de transfert de Bien sûr. population et de main-d'œuvre. La lutte contre la pauvreté de Xi Jinping, c'est ça. Ouais. en Et il y en a réalité. encore, François, de disponibles, selon Il y en vous? a encore pour quelques années. Et si vous voulez, la démographie, c'est comme un lac dans lequel vous jetez une pierre. Il y a un train d'ondes. Les conséquences ne sont pas immédiates. Donc, le ralentissement extraordinaire de la démographie qui se produit en gros depuis 2019-2020, il deviendra très très sensible à partir de 2035-2040, quand là, la population en âge de travailler diminuera vraiment très fort. Est-ce que ça peut remettre en cause le leadership mondial de la Chine dans l'industrie? En tous les cas, Xi Jinping, qu'on peut accuser de beaucoup de péchés, mais pas de manquer de vue à long terme, a tout misé sur ce que j'appelle le technofuturisme, Oui. la robotisation, la digitalisation, pour passer de l'époque où la Chine est usine du monde grâce aux bras qu'elle a, à une époque où elle est l'usine du monde sans les bras. Par sa technologie. Est-ce que ça suffit? Ça, je suis bien incapable de vous le dire. Mais Sachant, en tous les cas, c'est le plan. Sachant qu'en plus, comme ils augmentent leur compétitivité hors coût, ils ont pas mal de chances de s'en sortir si on y cumule si on cumule avec la robotisation. En tout cas, ça leur donne des atouts. Oui, mais si vous réfléchissez que l'épargne, la banque, la tirelire des Chinois, c'est le logement, avec une construction massive, la diminution par 2 de la population, On va faire ça va ricoler pas- l'immobilier. ça va pas aider les retraites Bien sûr, bien sûr. des gens qui ont fondé leur Bien sûr, vie bien là-dessus. sûr, Donc bien sûr. il y a quand même des chocs dans tous les sens. Alors, ça, c'est les points forts et les points faibles. Il y a d'autres points faibles que vous voyez sur l'économie chinoise. Oui, Vous il y voyez en a. poindre... Il y en a un à l'évidence qui est l'incapacité de piloter sa propre monnaie. C'est quand même, on nous a chanté il y a 15 ans la fable de l'internationalisation du renminbi, de l'ouverture, de la libéralisation les BRICS. des marchés des capitaux, voilà. etc. Rien de tout ça ne s'est produit. Oui, il y a des fuites. Oui, dans une économie pareille, la deuxième économie mondiale, il y a des capitaux qui circulent par tous les moyens, y compris d'ailleurs par le tourisme. On appelait en Chine les touristes chinois qui vont à l'étranger les colonies de fourmis, parce qu'ils apportent au passage le maximum de la somme qu'elles peuvent exporter et la déposent à l'étranger. Parfois, elles sont engagées pour ça quand il s'agit de Hong Kong. Mais grosso modo, c'est une faiblesse pour la Chine, qu'elle tourne pour l'instant en force commerciale, d'être accrochée au dollar. Donc pour vous, le renminbi, c'est du dollar. Je me dis, c'est une monnaie dollar. Oui, Ils n'ont jamais été capables de créer une monnaie alternative avec les BRICS, avec un nouveau système SWIFT, etc., etc., etc. Le nouveau C'est système une illusion, SWIFT quoi. est dépendant d'abord des technologies et dépendant des relais SWIFT. Ils ont créé des accords de swap. C'est un peu compliqué, mais ça ressemble aux années 30 à l'intérieur de zones préférentielles. Vous affectez des réserves monétaires pour du commerce entre deux pays. Et en quoi ça les handicape potentiellement très fortement, ça, François? Ça les handicape très fortement parce que ça les rend complètement dépendants du marché des capitaux mondiaux. Parce qu'ils sont dans la situation d'un banquier qui a trop prêté au monde et à qui et sur qui donc les débiteurs ont barre. Les Chinois, la Chine détient officiellement 3 000 milliards, un tout petit peu plus, 3 100, si ma mémoire est bonne en ce moment, milliards de dollars de réserves. En réalité, les évaluations plus réalistes parlent de 6 à 7 000 milliards, la première pile au monde. Ce n'est pas leur monnaie, c'est la monnaie de quelqu'un d'autre. Comment voulez-vous rivaliser, vouloir remplacer les États-Unis et acquérir votre suprématie si vos propres avoirs sont détenus
dans la monnaie de votre compétiteur, de votre adversaire. Hmm. Alors, je ne dis pas qu'ils ne font pas des efforts, notamment actuellement. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué dans votre livre, ils ont à peu près baissé de moitié leur exposition en pourcentage de la dette américaine. Ils sont passés de 20 à 10%, quoi, en gros. Pour les réserves officielles. Mais Ah. ça n'est pas vrai. Parce que ça, c'est la Banque centrale. D'accord. Même le FMI Mais il y a ne comptabilise que les bons du Trésor détenus par la Banque centrale. Mais il y a les privés. Vous avez les banques d'État, vous avez les fonds souverains, et vous avez toutes sortes de grands acteurs, pas toujours parfaitement contrôlés, il faut le reconnaître. Et donc, non, malgré tout ce qu'on peut répéter, l'exposition au dollar reste aussi forte aujourd'hui qu'hier. Vous voyez, François, vous dites que c'est une faiblesse. Je comprends bien pourquoi. Mais là, on a quand même vu, au moment où Trump nous a fait n'importe quoi sur ses droits de douane, que parmi ceux qui ont fait plier Trump, ce sont les financiers, et en particulier les détenteurs de bons du Trésor américain, et en tête de liste les Japonais et les Chinois, qui, en vendant massivement leurs bons du Trésor américain, ont fait monter les taux d'intérêt de la dette américaine et ont fait piller Trump. Il est quand même revenu en arrière. En discutant avec, je ne sais pas si vous avez eu vos propres conversations avec des acteurs de marché, en discutant avec certains Américains, j'ai plutôt l'impression que c'est l'établissement financier américain lui-même qui a le plus vendu sa propre dette. Oui, François, mais ces détenteurs américains qui ont fait plier Trump l'ont fait plier parce que les taux d'intérêt se sont mis à monter, et ils se sont mis à monter d'abord parce que les Asiatiques ont sanctionné Trump. Oui. Donc en fait, c'est une conséquence d'une conséquence, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, on ne sait jamais qui est le dindon de la farce entre un très gros créancier et un très gros... on ne sait jamais. Il y a les deux, voilà. Oui. Les deux, en fait, sont les otages de l'autre, quoi. Oui, les deux. C'est absolument ça. Et c'est vrai qu'à court terme, vous avez raison, ce n'est pas la plus mauvaise situation pour la Chine. Ça limite le pouvoir de rétorsion américain. De se faire. Ouais. C'est ce qu'on est en train de voir avec la rhétorique Trump sur les droits de douane, par exemple. C'est que ça va faire du mal aux États-Unis autant qu'à la Chine. Alors, maintenant, si on a donc fait le point de la situation économique chinoise qui reste bonne, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre, qui reste en croissance, qui croît beaucoup plus vite d'ailleurs en PIB par habitant, puisque son PIB monte alors que ses habitants baissent, au passage, il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Maintenant, pour faire une transition avec sa politique extérieure, déjà, moi, j'ai une première question à vous poser avant qu'on parle de la Russie, des États-Unis, de l'Europe et de Taïwan. La Chine est très invasive sur le plan économique au niveau mondial. Les routes de la soie, les partenariats avec plein de pays africains, les terres rares, l'agriculture, etc., etc. On dit de la Chine qu'elle est toujours très prédatrice avec ses partenaires. Mais est-ce que c'est vrai, ça, François? Est-ce que, selon vous, la Chine fait des accords équilibrés avec ses partenaires ou pas? Peut-elle le faire, ou elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de faire des deals à 70-30, quoi? La Chine n'est pas un philanthrope et n'est pas un partisan de l'aide au développement au sens où nous voudrions l'entendre. Oui, ça je comprends. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'elle marche dans les traces du Japon, qui naguère lui aussi pratiquait l'aide au développement comme un adjuvant pour ses propres entreprises. Mais sans faire de l'aide au développement, on peut faire des deals gagnant-gagnant. C'est ce qu'elle vend. Les deals Est-ce que c'est ce qu'elle fait? Tout dépend de la force. C'est une question de négociation de force, de rapport de force. Tout dépend, et d'astuce. Tout dépend de la capacité du partenaire à résister, à imposer un compromis et des conditions, si vous voulez. C'est la Chine. Prenez l'exemple, par exemple, des zones économiques spéciales à l'étranger, dans lesquelles sont en fait des zones de montage pour l'industrie chinoise. Il y en a en Afrique, sur toute la côte africaine, il y en a jusqu'en Égypte. Ça sert d'ailleurs pour la réexportation vers l'Occident aussi. Les conditions sont différentes suivant les endroits. Là où ils entrent, comme dans du beurre, ils y vont. D'accord. Quand un pays est aux abois sur le point de vue dette... Donc, par exemple, le port du Pirée, les Grecs se sont fait avoir. Parce qu'ils sont rentrés comme dans du beurre. Au moment où ils sont rentrés, oui, mais d'autres le faisaient aussi. Je suis paradoxalement pas si accusateur que ça sur le port du Pirée. Pourquoi ?
parce qu'au final, ils l'ont énormément développé. Donc ça a Parce qu'au final, ils bénéficié l'ont aux fait Grecs. tourner. Ça n'a pas bénéficié aux dockers du port du Pirée, qui ont perdu une partie de leur superbe. Mais quand même, ça a quand même... bénéficié à la Grèce. Oui, c'est plus compliqué que ça Ouais, dans ce d'accord. cas-là. Donc, par exemple, le port de Tanger, le port de Pirée, ou leurs investissements très forts en Serbie, bénéficient quand même au pays local. Alors attention, dans des cas comme la Serbie, ou d'ailleurs dans des cas comme la Russie, ou dans des cas comme le Pakistan, les taux d'intérêt sont élevés. Beaucoup de choses ne sont pas des dons, mais des prêts. Ils sont vraiment remboursables. Il y a D'accord. des clauses de remboursement, non D'accord. seulement quelles que soient les circonstances, mais quelquefois des clauses de remboursement absolument politiques Ouais. en cas de conflit. Donc Bien ça, sûr, sur bien ce sûr, plan, bien sûr. et le débiteur, il est obligé de souscrire aux grands principes chinois, Taïwan, les droits de l'homme, le Tibet. Bien sûr, bien En sûr. veux-tu, en voilà, si vous voulez. Commençons par la Russie. C'est un bon exemple. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner mon opinion personnelle. Pour moi, dans ce deal Russie-Chine actuel, et on va réfléchir au long terme, pour moi, les Russes sont les dindons de la farce intégraux. Voilà. C'est ma perception. En gros, la Chine a accès aux matières premières pas chères et s'en donne à cœur joie. Et pour moi, c'est un deal très opportuniste pour les Chinois, mais pas forcément un deal de long terme. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez que la Russie et la Chine vont être arrimées ensemble à long terme? Je vais répondre avec un petit détour. Si les Chinois se posent des questions sur le déclin américain, c'est est-ce qu'il est lent ou est-ce qu'il est rapide? S'ils se posent des questions sur le déclin européen, c'est il est déjà très en route, mais est-ce que ça va conduire à la désarticulation de l'UE? Quant à la Russie, c'est du déclin au carré. Le mépris est total sur le plan humain. Tout comme d'ailleurs il y a eu un mépris pour l'Inde, également frappant, ancré en plus dans des préjugés confucéens sur l'hindouisme, etc. Et d'autres choses. Donc il n'y a pas de respect culturel ou sociétal, du tout. Il y a une entente fondée sur des intérêts, mais je vous ferai remarquer que pour Poutine, disposer d'un arrière, résister aux sanctions, pouvoir se mettre dans une position d'adversité avec les démocraties, sans pour autant se mettre complètement en péril, à court terme en tous les cas sur le plan économique, c'était précieux aussi. C'est pour ça qu'il l'a accepté. C'est pas par amour. Non, mais pas par amour de la Chine. Je pense que Poutine avait zéro choix. Par contre, les Chinois il s'est donné zéro choix. Ben voilà, il s'est donné zéro choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est mis en conflit avec l'Europe, voilà. Et surtout que il faut pas oublier, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'une partie actuelle de la Russie a été chinoise. Alors ça, c'est le destin futur des régions sibériennes, effectivement. Yakoutie, etc. Depuis le traité de Nerchinsk du XVIIe siècle, il y a un partage, mais il n'est jamais complètement Est-ce que vous pensez, scellé. François, que c'est resté dans la tête des dirigeants chinois, ça? Ça restera toujours dans un coin de leur tête. Ça, comme la Mongolie extérieure. Les querelles, il est très rare que les querelles territoriales soient scellées par des traités. Elles sont traitées par des arrêts, des interruptions, des pauses. Mais les grandes revendications peuvent toujours reprendre un jour. Si vous En voulez. tout cas, vous n'avez jamais remarqué dans les dernières années, de la part des Chinois, des déclarations sur ces sujets-là, comme on a pu le voir sur les îles disputées en mer de Chine, ou sur la frontière indienne, par exemple. Oui, ou même avec la Corée pour le versant nord du mont Pitou, par exemple. Non, en ce moment, évidemment, c'est un accord tacite. Ouais. Et donc, votre analyse, François, c'est que cet accord est purement conjoncturel. Il n'est pas structurel, ce deal entre la Russie et la Chine. Ce qui n'est pas conjoncturel, c'est quand même l'alliance entre régimes autoritaires, c'est la résistance à l'ordre international. Alors la Chine se prétend champion de l'ordre international, de l'ONU, du multilatéralisme, mais c'est un ordre international sans dents qu'elle veut, sans moyens d'application, sans bras armés, sans bras exécutifs. Une pure chimère juridique. Les Russes sont assez forts pour les chimères juridiques aussi, ils aiment ça. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même pratiquement... c'est intéressant ce que vous dites là. Vous dites que les Chinois défendent l'ordre international, parce qu'on les entend toujours défendre les frontières, l'ordre international. Ils reprochent même aux Russes leur annexion de la Crimée. Ils n'ont jamais reconnu l'annexion de la Crimée. Il n'y a pas de reproche sur la Crimée, il n'y a aucun... à propos de l'Ukraine, c'est toujours le même discours. Nous respectons la souveraineté et l'intégrité territoriale, mais le mot Ukraine n'est jamais prononcé. Ouais. Donc en fait, c'est un respect artificiel quoi, de ces frontières. Oui. Oui, puis ils ont... Alors,
Vous n'allez pas me faire dire qu'ils aiment les sécessions, puisqu'ils ont le problème de Taïwan, ils ont le problème éventuel. Et ils n'ont jamais été tellement expansionnistes dans leur histoire, quand même, hein, à Bah, part à leurs frontières, dans des zones d'influence très fortes. si vous considérez qu'aujourd'hui, ils sont chez eux partout, dans toutes les frontières de la Chine, ils n'ont pas été expansionnistes. Si vous considérez l'histoire, c'est l'histoire d'une expansion continue, d'une Ouais. colonisation Donc, de peuplement, d'une colonisation ouais. militaire. Les Ming ont été l'apogée de ça, et ça avait commencé avant. Donc, C'est ce que les Japonais appellent la colonisation intérieure. ouais. D'ailleurs, Donc les Japonais ont le même terme. le discours comme quoi les Chinois ne sont pas des belliqueux extérieurs n'a pas grâce à vos yeux. Il faut quand même reconnaître que dans la pratique, il y a une certaine retenue dans leur conflictualité extérieure. Ils sont assertifs, ils ont une pratique des incidents, testent les lignes rouges, ils n'envahissent pas à la façon dont Poutine envahit. D'ailleurs, ils sont médusés quelquefois devant les initiatives militaires de Poutine, devant sa capacité de la Géorgie qui s'est passée pendant les Jeux Olympiques de 2008 à la Syrie et la façon dont il est intervenu de façon décisive pour sauver pour quelques années le régime d'Assad, et aujourd'hui évidemment avec l'Ukraine. Ils sont quand même, de ce point de vue-là, plus prudents. Ouais. Ils n'ont pas de tort quand on voit les résultats de Poutine, quand même, quand c'est quand même pas extraordinaire. Et en même ces temps, ça les aventures arrange. militaires, hein. Mais alors, si on passe aux États-Unis et à l'Europe, et c'est pour ça que je suis surpris de votre réponse sur l'alliance à long terme avec la Russie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec toutes les bêtises que nous propose Trump, dont soi-disant l'objectif final est d'affaiblir la Chine, alors que pour moi il ne fait que la renforcer, alors qu'il a un résultat extraordinaire, Monsieur Trump, il fait baisser son économie et il renforce la Chine. En tout cas, c'est l'analyse que je tire de ce qu'il fait jusqu'à présent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pousse les Européens dans les bras de la Chine, que les Chinois et les Européens ont tout intérêt à passer un très grand deal stratégique à long terme, pour le coup équilibré, intelligent, et que du coup, le rapprochement Russie-Chine prendrait un peu du plomb dans l'aile. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Les choses ont changé, ou elles peuvent changer, c'est vrai. J'ai passé 15 ans de ma vie, de 2008 à 2003, 24, à plaider avec succès d'ailleurs auprès de l'Union européenne la cause de plus de réalisme et plus de fermeté vis-à-vis de la Chine, basée sur un fait: la Chine ne respecte pas les Européens et l'Union européenne tant que celle-ci ne démontre pas sa force effective. Mais aujourd'hui, face au phénomène Trump, à l'irrationalité américaine, et effectivement au danger d'un conflit qui, en premier lieu, sape quand même les bases de l'économie chinoise, parce que l'exportation fait près de la moitié de la croissance économique chinoise aujourd'hui. Si on raisonne rationnellement... Les États-Unis, c'est combien, François, rappelez-le, la part des exportations chinoises? 10%, 12%, je crois. 13-14%. Voilà. 13-14% en ce moment. Alors en fait, ils sont en danger sur 14%. Mais attention, parce que c'est 13-14% officiel, il y a aussi ce qui passe par des pays tiers. Il y a aussi mais ça continuera à fonctionner. Oui et non, parce que si l'administration Trump est sérieuse, ce que je ne suis pas sûr, par parenthèse, il va bien falloir qu'elle trouve des moyens pour contrôler les accès depuis les pays tiers, depuis les économies tierces. Sinon, toute cette fable de droit de douane va simplement aboutir à des détournements, à un coût supplémentaire, bien sûr. Mais ne va pas empêcher les choses. Là-dessus, l'avenir le dit. L'avenir le dira. Mais raisonner comme on vient de le faire, c'est raisonner de façon rationnelle et supposer qu'on connaît les intérêts des Chinois. Si les intérêts de Xi Jinping sont d'abord régimaires, ne sont pas de se lier avec des accords qui créent une dépendance mutuelle, ne sont pas d'exporter ce qui pour lui est la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire la capacité chinoise productive. Moi, je viens d'écrire un papier pour l'industrie automobile européenne en suggérant ce que j'appelle un Deng Xiaoping à l'envers. C'est-à-dire que les Européens négocient, au lieu d'appliquer des quotas douaniers actuellement, des surtaxes douanières qui d'ailleurs ne suffiront pas en elles-mêmes. Et au lieu, comme peut-être la Commission est en train de les négocier à Pékin, on en a quelques indications, de négocier simplement des quotas, des plafonds, de négocier avec les constructeurs chinois et le gouvernement derrière lui, une installation de Chinois en Europe, mais avec des sous-traitants européens, en association avec des firmes européennes, avec des transferts de technologie, et au fond faisant vis-à-vis de la Chine ce qu'eux ont fait vis-à-vis de nous il y a 30 ou 40 ans. C'est entièrement logique et rationnel. Mais si vous êtes Xi Jinping, est-ce que vous avez envie de vous défaire de ces bijoux
Est-ce que vous avez envie de... Vous savez très bien comment vous avez acquis votre know-how, votre savoir-faire, vos technologies. Est-ce que vous avez envie que d'autres vous fassent le même coup? Pas forcément. Donc il n'est pas dit du tout que les difficultés que la Chine a avec les États-Unis conduisent à des aménagements et un véritable deal historique avec l'Europe. Je crois que c'est très, très, très prématuré de le dire à ce stade. En plus, par définition, les Chinois, quand je dis les Chinois, c'est le PCC, les dirigeants du PCC, bien sûr, et Xi Jinping, ne croient pas à la durabilité des dirigeants démocratiques ou des lignes politiques des pays démocratiques. Donald Trump, comme d'autres, y passera. Et par conséquent, ils peuvent aussi anticiper une reprise des relations avec ce qui est quand même leur partenaire principal, c'est-à-dire les États-Unis. Oui, mais en même temps, il ne peut pas se dire, au-delà des décisions irrationnelles de Trump et brutales, il ne peut pas se dire qu'un excédent commercial de 1 000 milliards de dollars global, 2 000 sur la manufacture et 300, et 300 pour les seuls États-Unis, et sur les manufacturés sur les États-Unis, ça doit être du 600 ou 700. Il ne peut pas se dire que c'est pérenne non plus. Et que si, c'est pas possible ça. N'importe quelle administration américaine voudra se battre contre cela. Elle le fera peut-être mieux que Trump, mais Xi est trop intelligent, parce qu'on peut reprocher aux dirigeants chinois tout ce qu'on veut, sauf d'être bêtes. Ça, on a tous compris que c'était des gens qui raisonnaient à long terme. Il suffit de voir tout ce qu'ils font de façon incroyable à très long terme sur l'écologie. Vous ne pensez pas que du coup, il pourrait se dire que comme ce n'est pas pérenne, il aurait tout intérêt à faire ce que vous venez de dire dans le papier que vous venez d'écrire avec l'Europe? Encore une fois, je me méfie de prêter des raisonnements reposant sur l'intérêt que nous supposons aux Chinois. D'abord, je vous rappelle la formule de la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Ce qui est un peu la base. Tant que ça dure, ça dure. Ouais. Vous savez, le Premier ministre Wen Jiabao, sous Hu Jintao, donc ça nous ramène 15 ou 20 ans en arrière, chaque session de printemps de l'Assemblée nationale, il promettait une réduction du déficit extérieur. Et il disait c'est insoutenable. C'est un mode de développement insoutenable. C'était il y a 15 ou 20 ans. Mais c'est insoutenable, François. Mais c'est insoutenable, sauf que ça a duré, sauf que ça dure depuis le milieu de comme la des défense, années, comme le déficit depuis français. En gros 2004-2005 jusqu'à aujourd'hui. En 2019, début 2019, un an avant le Covid, je me rappelle mes collègues économistes pur jus qui disaient c'est insoutenable, il faut basculer sur un mode de développement intérieur, de consommation. D'ailleurs, les excédents de compte courant, les excédents commerciaux chinois vont baisser. Moi, parce que j'avais une pratique de l'économie politique chinoise, de l'économie politique vue par le parti, je disais non, le plus tard possible ou peut-être jamais. Les excédents n'ont cessé de monter depuis 2019. Il n'y a pas une personne sur 1000 qui l'aurait anticipé. Donc c'est très difficile de se mettre à la place de Xi Jinping. Oui, en ce moment, il y a effectivement un tournant intérieur pour la première fois, et je le vois non pas tant dans les mesures dont on parle de subventions ou bien d'achat de consommation pour les classes moyennes, mais pour la première fois, un retour de ce qu'il avait complètement négligé, le soutien économique et social à la paysannerie dans les régions éloignées, aux migrants et aux enfants de migrants, à l'éducation, disons, aux catégories défavorisées de la population chinoise, pour lesquelles, très franchement, jusqu'ici, on avait l'impression que le PCC considérait que c'était de la chair à canon pour les usines chinoises à bon marché. Il n'avait pas du tout intérêt à modifier ces tas de choses. Dans les faiblesses de la Chine, et on a oublié de le mentionner, il y a une très grande sous-éducation d'une partie de la population. Quand vous parlez de migrants, vous parlez de migrants inter-Chine, hein? Migrants à l'intérieur de la Chine, mais ils sont plus de 300 millions. Bien sûr. Et on appelle ça parfois la population flottante, mais souvent elle flotte au même endroit depuis très longtemps. C'est simplement qu'elle n'a pas les droits de la population qui est née là. Intéressant tout ce que vous dites. On essaye. Non, très. Alors, si on passe au sujet le plus brûlant, le plus intéressant, à long terme, en tout cas pour la géopolitique mondiale, qui est Taïwan. Dans votre livre, vous êtes très prudent. Très prudent. Vous pensez que globalement, dans les 4 scénarios, je vous encourage tous à lire ce petit livret pour ceux qui sont passionnés par la Chine. François termine par 4 scénarios, un pessimiste pour la Chine, un très optimiste pour la Chine et 2 scénarios médians. Mais dans aucun des scénarios, à part peut-être le 4e, vous ne pensez que Xi va se lancer dans la conquête forcée, brutale de Taïwan, parce que, dites-vous, c'est très dangereux, probablement pour son régime,
et pour son propre pouvoir. Euh, Vous pouvez nous développer un peu ça, François? Oui, alors, vous voyez comment l'actualité peut faire changer les points de vue. J'ai écrit 1000 dernières écritures à ces scénarios début janvier de cette année. Aujourd'hui, dans le premier scénario, celui du succès absolu de la Chine, j'inclurais une hypothèse Taïwan quand même. Parce que imaginons que la politique de Trump conduise à un vrai déclin, et en particulier à un isolationnisme si forcené qu'au fond la défense de Taïwan pourrait être mise en doute. Xi Jinping gardera à deux fois quand même, parce que Corée, péninsule coréenne, Saddam Hussein, Irak, plusieurs fois dans l'histoire, les États-Unis ont donné l'impression d'être tremblotants, de ne pas être prêts à intervenir, et puis ils sont revenus en force. Donc, je pense qu'il regardera Bien sûr. à deux fois. Mais c'est vrai que le scénario le plus vraisemblable pour une attaque sur Taïwan, c'est en fait celui d'un échec intérieur de la Chine. C'est en fait celui où les problèmes économiques mettent en cause sa légitimité. Et donc, il faut trouver un tourne à ennemi une variante extérieur. poutinienne. Ouais, Il je est comprends. déjà très nationaliste. Mais c'est très peu probable, ça, je pense. Ça reste peu probable. Par contre, d'autres hypothèses sont très très fortes. Celle du semi-blocus, du nœud coulant, qui petit à petit fatigue la population de Taïwan, si vous voulez. L'exemple de l'Ukraine marche dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai un scénario à vous proposer, François. Allez-y. Trump continue ses âneries, donc affaiblit les États-Unis fortement. Trump n'aime pas intervenir, on le sait tous. Trump ne veut même pas donner de garantie de sécurité à un plan de paix ukrainien. Alors, je le vois mal envoyer des troupes américaines se battre pour Taïwan. Imaginons qu'en même temps, y compris d'ailleurs avec l'encouragement des Chinois, l'industrie des semi-conducteurs se délocalise en Europe et aux États-Unis pour ne plus dépendre de Taïwan au niveau mondial, ce qui paradoxalement pourrait arranger les Chinois, parce que évidemment, il n'y aurait plus d'intérêt économique majeur et stratégique à défendre Taïwan. Vous y rajoutez le déclin démographique et peut-être le déclin économique de la Chine dans les 10 ans qui viennent, parce que sa démographie conduira évidemment à un PIB moins fort à long terme. Est-ce qu'on n'est pas dans la fenêtre de tir idéale pour Xi pour attaquer Taïwan par un blocus qui suffirait? Parce que si vous mettez un blocus, vous n'avez pas besoin d'envoyer des armées si les autres ne bougent pas. Le blocus maritime, en plus on sait qu'il y a une configuration géographique très spéciale autour de Taïwan avec des eaux très peu profondes. Ils ont la première marine du monde. Moi, à part si vous pensez que les Coréens, parce que je connais mal l'état d'esprit des Coréens et des Japonais sur Taïwan, si je le connais, il est très négatif, évidemment. Ils ne veulent pas que la Chine envahisse, mais est-ce qu'ils bougeraient? Est-ce qu'ils bougeraient? Ils ne bougeront pas seuls. Ils bougeront jamais sans les Américains. Le scénario a un grand degré de réalisme, c'est d'ailleurs un scénario qui est assez répandu au Pentagone, et l'idée qu'il y a pour la Chine une fenêtre de tir, elle est proche de son pic de puissance avant de s'affaiblir pour différentes raisons, avant aussi que les effets de réarmement de l'Asie orientale ne se fassent. Pour moi, le point clé, c'est les Chinois devraient favoriser. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne dirigent pas Taïwan. Mais par exemple, l'industrie TSMC, l'entreprise TSMC, qui s'installe aux États-Unis, pour moi, c'est du bain béni, quoi. C'est compliqué quand même parce que TSMC est leur fournisseur privilégié. Aussi, TSMC a réussi à négocier avec les Américains en échange de l'implantation de continuer à vendre à la Chine. Mais François, il garderait une partie de cette industrie en Taïwan. Ils ne la perdraient pas. Ils en auraient plus l'exclusivité. C'est pas pareil. Ouais. Mais au moins, ça leur permettrait de pouvoir envahir Taïwan sans que les Américains bougent. C'est sûr que le principal atout stratégique de Taïwan, c'est TSMC. Et les entreprises associées et la force de frappe technologique humaine, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un risque. Alors maintenant, je suis d'accord avec vous. OK. Et maintenant, prenons le scénario catastrophe. Soit parce que la Chine intérieure économiquement s'écroule, soit parce qu'ils font un calcul qui ne s'avère pas le bon, et donc ils attaquent Taïwan, mais les États-Unis répliquent. Alors là, on va où là? Là, on va où? Une catastrophe de première ampleur pour l'économie mondiale. Est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'à la guerre nucléaire? Non, parce que
vous avez pour l'instant une asymétrie. Quand la Chine aura développé des armes tactiques en grand nombre, des armes nucléaires tactiques, pour l'instant, c'est les États-Unis qui l'ont. C'est d'ailleurs pour ça que les Chinois ne sont pas enchantés par les menaces de Poutine Oui, bien sûr. d'emploi des armes nucléaires tactiques Bien sûr. en Ukraine, ce qui serait tout à fait possible vu l'armement russe, mais qui créerait en quelque sorte un fâcheux précédent Bien sûr. du côté des États-Unis. Pour le reste, les risques qu'ils encourent à un conflit militaire sont énormes. Le détroit de Taïwan, c'est à peu près 100 miles, 130, 160 km suivant les endroits. Et c'est par là que passent toutes les exportations chinoises. C'est non seulement là, mais c'est l'artère la plus fréquentée du trafic mondial. Il n'y a pas des alternatives. Passer par le nord, Si, derrière les Philippines, c'est plus long, mais ça marche. Il y a des détroits aussi. Parce que vous savez, pourquoi je vous pose cette question? Parce que regardez. Mais surtout, c'est 30 ou 40 mètres de profondeur, on s'y cache pas. Ouais. Le débarquement naval sur Taïwan peut relever du tir au pigeon. Même les Taïwanais ont des centaines de missiles sol-mer courte portée. Et la question que je... Alors, si on n'a pas d'extension nucléaire probable, pourquoi ça serait une catastrophe économique mondiale? Mais parce que les États-Unis règnent quand même sur le reste du Pacifique, parce qu'il y aura à l'évidence un contre-blocus du commerce chinois, parce qu'à l'évidence, les flux en général de commerce naval, qui sont, vous savez, 95, donc, vous voulez dire que 90% du commerce international, peut-être même plus, passe par la mer. Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'il y aura un blocus contre les Chinois, comme on a fait contre les Russes, mais on a quand même vu, François, que contre les Russes, ça n'a pas très bien marché. Et vous l'avez très bien expliqué vous-même sur les droits de douane, le contournement permanent. Est-ce que vous pensez que quand on détient 50% de la production manufacturée au monde, dont tous les pays du monde ont besoin. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'on a fait au moment du blocus russe? On a dit on bloque, mais pas les hydrocarbures. C'est pour ça que la stratégie politique de Trump est une folie, puisqu'il consiste à s'en prendre à tout le monde en même temps. Exactement. Et à donner à tous des arguments, y compris vis-à-vis des opinions publiques. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que vous avez probablement raison sur la catastrophe économique générée par une guerre à Taïwan, mais peut-être qu'elle sera... Et c'est pour ça que je voulais vous challenger là-dessus. Je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr. Un peu moins pire que prévu, s'il n'y a pas un conflit qui s'étend au nucléaire, si ça ne devient pas un conflit mondial, et qu'en fait, on contourne ce blocus maritime ou juridique par tout un tas de moyens. Contourner, en fait, veut dire que vous ne répliquez pas, que même les États-Unis ne répliquent pas complètement au blocus de l'île elle-même, ou suppose que des pays qui ont des traités d'alliance avec les États-Unis ne les appliquent pas. Oui, mais comme Trump. Parce que c'est pas l'Europe qui va permettre ou interdire, si vous voulez, passage des navires bien sûr, par l'ouest du Pacifique. Mais sauf si les Américains se donnent les moyens militaires de faire un blocus maritime réel des exportations chinoises, là oui. Mais si c'est un blocus juridique, comme on l'a avec les Russes, pour moi, ça ne marchera pas. Je pense qu'on parle là. Vous êtes en train de parler de quelque chose qui est un vrai conflit militaire. Oui, d'accord. D'ailleurs, encore une fois, un blocus complet, c'est juridiquement une déclaration de guerre. Est-ce que les exportations chinoises par voie de mer passent toutes par la mer de Chine? Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il n'y a pas d'autre solution, oui. Il n'y en a pas qui passent par voie terrestre, via Saïgon, et puis après la mer, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est transport, c'est la problématique des routes de la soie. Ce qui passe par terre, que ce soit à travers les Pakistan, c'est marginal. Mais Dieu sait où. J'ai plus le chiffre exact, mais si c'est de l'ordre de 5-6%, pas plus de 10%. Ouais. Mais parce que vous pourriez avoir un mixte, vous voyez ce que je veux dire? Vous passez par comme ils sont en train de vouloir détourner la sortie du port du Mekong à leur profit, via le Cambodge. Oui, avec le canal, là, vous connaissez leurs ambitions, pour contrer les Vietnamiens, quoi. Oui. Non, parce que je me dis que... C'est pas à l'échelle, quand vous mesurez... c'est pas à l'échelle. Les grands ports chinois, c'est le double ou le triple de Hambourg ou de Rotterdam. Oui, donc en fait, la guerre à Taïwan pose deux problèmes économiques majeurs, si je vous suis. D'abord, les semi-conducteurs, évidemment, et ensuite, le blocus de la plus grande manufacture au monde. Et donc les pénuries pour l'industrie, pour tous les sujets mondiaux, pour nous tous. Pour nous tous. Ce qui plaide d'ailleurs encore plus pour que les États-Unis ne bougent pas.
Bien sûr. Parce qu'ils seront les premiers victimes. Parce que... Non, mais c'est pour ça que comment dire, les alliés nord-est asiatiques des États-Unis le crieront pas sur les toits, mais leur grande peur, s'il y a deux grandes peurs, la guerre et que les États-Unis ne bougent pas, ils ont peur des deux en même temps. Bien sûr. Du coup, le scénario le plus probable n'est-il pas une réunification pacifique dans la douleur? C'est le modèle Hong Kong Exactement. qui s'est imposé à Hong Kong, qui est assez difficile à imaginer. Vous savez que c'est un ancien ambassadeur en France, diplomate loup combattant, qui disait on va rééduquer la population de Taïwan. Il l'a écrit pendant qu'il était en poste à Paris. Donc, effectivement, une hypothèse. Quand on connaît Taïwan, c'est pas facile. Alors, je n'accepte pas facilement l'analogie entre les Taïwanais et les Ukrainiens. Je ne connais pas beaucoup l'Ukraine, et je connais un petit peu plus Taïwan. C'est éminemment pacifique. C'est civil, plus, comment dire, plus policé que la nôtre, en réalité. En avance sur la nôtre par bien des côtés. Une démocratie presque à 100% achevée et complète. Assez difficile de les voir se transformer en guerrieros, si vous voulez. Donc j'ai un petit scepticisme là-dessus. Par contre, tout ce qui est force vive de Taïwan, capacité s'en irait. Ce qui en reste. Il faut quand même reconnaître qu'à Taïwan, il y a les deux éléments. Il y a 2 millions de Taïwanais qui travaillent sur le continent. Bien sûr, chinois. Qui font de l'argent et qui sont parfaitement satisfaits comme ça de leur double vie. Libre à Taïwan, chinois économique, si j'ose dire, en République populaire. On va terminer sur une note plus gaie. Plus légère. Ouais. Le tourisme dans les deux sens. Ah là là. Alors, là, c'est vous qui devez parler. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que, rien. si vous voulez, nous qu'est-ce qu'on constate? Que la Chine a été, il y a 30 ans, un Eldorado pour les touristes européens parce que c'était un pays fermé, qu'on ouvrait. Il y a eu un succès fou. Voyageurs du monde s'est beaucoup développé sur ce pays à ses origines. Et puis, au fur et à mesure de l'industrialisation du pays, l'envie d'aller en Chine a baissé parce qu'on voyait trop de choses négatives, on avait une image négative, à la fois sur les droits de l'homme, le Tibet, l'industrialisation, etc. Mais depuis quelques années, ça revient. On repart en Chine. La Chine est repartie. Alors, c'est pas le Japon qui est le tube des années 2020, mais quand même, ça revient. Mais... Première question, j'ai pas tellement l'impression que ça intéresse les Chinois. Ah si, officiellement, Xi Jinping a une politique de développement des sites touristiques, y compris d'ailleurs dans leur fabrication, la réplique historique. D'accord. Il développe ça. Disney, ouais, c'est un désastre absolu. Oui, je ne sais pas si dire des Disney ou Las Vegas, des répliques du casino, des répliques de Venise. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, quelquefois, moi, il m'est arrivé de visiter des choses qui étaient quand même assez belles quand elles étaient, disons, pas complètement bricolées, pas complètement inventées. Parce qu'il n'a quand même pas favorisé la réouverture de la Chine post-Covid. Ah non, il a mis des contraintes, ouais. Il n'a pas poussé. On n'a pas vraiment l'impression que ça l'intéresse beaucoup. Officiellement, aujourd'hui, d'ailleurs, si vous regardez même les toutes dernières décisions, il y a un plan d'accélération du tourisme international en Chine. Alors, il faut vous dire que moi, je pense que le problème essentiel qu'ont les touristes internationaux en Chine, c'est les touristes chinois. Parce qu'ils sont infiniment plus nombreux. Bien sûr. Ils font effet masse. Oui, mais ça, je dirais que c'est un peu... ça devient difficile. Oui, mais ça, François, c'est un peu le problème du surtourisme mondial. Mais il est extrême en Chine. Il est extrême, comme vous le savez, dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est. Mais c'est très facile de l'éviter. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, si vous allez sur la muraille de Chine, partout où dans les 4-5 points où les bus de touristes chinois vont, vous êtes sûr de vivre une expérience catastrophique. Alors qu'il ne dépend que de vous, que d'aller un peu plus loin où il n'y aura personne. Donc ça, ce problème, il existe très fort en Chine, mais on peut le contourner. C'est vrai. Donc c'est intéressant. Vous dites que Xi considère que le développement du tourisme international c'est pas nouveau, en il en Chine parlait déjà quand il était l'intéresse. secrétaire général du Fujian, de la province du Fujian. Dans l'autre sens, on a l'impression que là, c'est plutôt l'inverse. On a eu un phénomène d'augmentation du nombre de touristes chinois vers l'étranger ces dernières années. Et là, une vraie fermeture, un peu liée à la fermeture des investissements des entreprises chinoises à l'étranger, un peu le même genre. On a l'impression que il n'aime pas trop que les Chinois aillent voir ce qui se passe ailleurs, quoi, en clair.
J'ai été président de l'Office du tourisme de Paris. J'ai vu l'écroulement du tourisme chinois à Paris. Alors, mais j'ai eu le Covid quand même. Non, mais post. Oui, mais c'est je jamais revenu comme c'était je ne avant. tiens pas compte du Covid. Parce que le Covid, vous avez raison, etc. Ouais. Je ne tiens même pas compte d'1 ou 2 ans après le Covid. Mais c'est toujours pas revenu. Parce qu'ils ont moins de visas. Là, c'est Ouais. purement administratif, François. Côté sortie ou côté Côté entrée? sortie. Côté sortie. Ouais, Côté sortie. Votre regard là-dessus? Mon regard là-dessus, c'est qu'il essaye de favoriser la consommation intérieure, D'accord. que mieux vaut acheter du LVMH, pour ne citer que ce nom de marque, en Chine qu'ailleurs. Je surestime pas l'échange d'expériences et l'éclairage, disons, des lumières que pouvaient donner les voyages de touristes de masse chinois à l'étranger. Comme Français, je rentrais un peu la tête dans les épaules quand Laurent Fabius préconisait 50 millions de touristes chinois chez nous. Ça nous arrive de toute façon, et ça arrivera avec les touristes indiens et avec d'autres. Bien sûr, bien sûr. Je pense que le tourisme chinois est assez différent du tourisme auquel on a eu l'habitude. C'est qu'au début, c'était vraiment des groupes avec quelquefois des quasi-paysans sortant des liasses de billets ou de voyages organisés. Moi, mon expérience, c'est qu'il y a de plus en plus d'individus, de gens en fait assez indépendants. Parfois, d'ailleurs, ont un pied à l'étranger, plus qu'on ne le croit. Et ça suit un peu, de ce point de vue-là, la courbe des Taïwanais. Vous savez, pour savoir où les Chinois vont aller, il faut regarder les Taïwanais. Ils y ont toujours été avant. Ouais, bien sûr. Et un jour, les Chinois feront, quand ils le pourront, comme les Taïwanais. Donc, je pense que tout cela reprendra. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire sur le ralentissement de la croissance chinoise, sur la dictature politique dont on a très peu parlé, l'Europe comme musée, c'est très attractif, mais l'Europe comme modèle de vie, ça l'est un peu moins maintenant. Ça l'est plus si on regarde la sécurité juridique, ça l'est plus si on regarde la médecine quasi gratuite dont nous bénéficions, hein, parce que, quoi qu'on en dise, elle est très supérieure à ce qu'on peut avoir en Chine. Mais sur d'autres points de vue, vous savez, on est sale, on a de la délinquance, on a des villes qui sont archaïques par rapport à la Chine. Donc il n'y a plus la fascination qui a existé pendant des décennies. Je comprends. Merci beaucoup François, c'était passionnant, vraiment très intéressant. Je me suis régalé et à très bientôt pour un prochain épisode des Sens du Monde.